Bienvenue dans Take Care, le podcast de celles et ceux qui prennent ou qui veulent prendre soin de leurs salariés. Mais prendre soin de ces salariés, ça veut dire quoi ? Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Nicolas Combe, le directeur général adjoint de la Saline Royale à Arc-et-Senans. Il est aussi président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines en Franche-Comté. Bonjour. L'absentéisme en entreprise, comment vous le définissez, vous ? Pour nous, l'absentéisme, c'est tout simplement la situation où un salarié est absent de manière répétée de son lieu de travail et n'est plus au travail. Mais ça peut être pour plein de raisons différentes, finalement. La plus grande raison, la plus répandue, c'est clairement la situation où on est en maladie et donc, du coup, on est absent du travail. Alors, maladie tout court parce qu'on a une grippe, etc., mais ça peut être aussi une maladie professionnelle. Ça peut être aussi un accident du travail. Et puis, ça peut être pour d'autres raisons que la maladie et qui, du coup, deviennent parfois des absences qui sont injustifiées. Et là, ça vaut le coup aussi alors de creuser pourquoi. Ça peut être lié alors à un climat social dans l'entreprise, ça peut être peut-être des conditions de travail, et ça mérite vraiment analyse, quoi. Et donc là, l'entreprise a sa part de responsabilité pour comprendre pourquoi. Si nous avons choisi de venir à votre rencontre, Nicolas, c'est parce que la Saline Royale a été confrontée à ce sujet compliqué il y a quelques années. Avant d'évoquer comment vous y êtes pris, comment vous y avez fait face, pouvez-vous d'abord nous raconter ce qu'il s'est passé ? Oui, bien sûr. On a vécu une situation d'absentéisme collectif qui est partie d'un drame. En fait, on a un collaborateur qui a mis fin à ses jours en 2014. C'était pas dans l'entreprise, mais néanmoins, ça a bien sûr affecté tout le monde. On s'est retrouvés un peu choqués, désemparés face à cette situation. On s'est rendu compte dès le lendemain du décès, que cette disparition tragique avait réveillé des tensions qui concernaient deux groupes de salariés au sein de l'entreprise. Et finalement, on avait quasiment deux clans. Au bout de quelques jours, quelques semaines, on a vu un nombre d'arrêts maladie augmenter de manière incroyable. Mais du coup, on en était même arrivé au stade où on pouvait presque plus faire fonctionner l'entreprise. Donc c'est critique en fait. L'entreprise doit vraiment réagir j'allais dire à la fois vite et à la fois en profondeur pour comprendre ce qui se passe, réagir et puis permettre à l'ensemble du collectif de reprendre le travail. Puis ensuite, on a pris clairement des décisions pour résoudre les problèmes. Et donc, certaines décisions concernaient directement la gestion des conflits interpersonnels et d'autres décisions concernaient plus largement l'amélioration des conditions de travail et donc finalement de la qualité de vie au travail de toutes les équipes. Par exemple, sur les conditions de travail, l'amélioration des conditions de travail, de quoi s'agissait-il ? Alors, par exemple, d'abord, on a investi dans l'acquisition de matériel, d'équipement qui permettait de réduire, voire de faire disparaître la pénibilité de certains postes dans leur boulot. Je me rappelle l'équipe de jardiniers, parce qu'en l'occurrence, c'est notre chef jardinier qui avait mis fin à ses jours. Dans l'équipe de jardiniers, on a progressivement, enfin c'était déjà prévu, mais là on est rentré en action, acheté des équipements pour mécaniser toute une partie du travail qui était fait jusque-là à la main. Quels enseignements en avez-vous tirés pour la Saline Royale ? Alors moi, ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est que les salariés se sentent davantage reconnus et bien mieux pris en compte quand ils savent qu'on a investi pour améliorer leurs conditions de travail. Ça a changé franchement du jour au lendemain. Quand on a vraiment, quand ils ont eu le sentiment qu'on investissait pour eux, et au-delà en fait du drame qu'on avait vécu, c'est que ça change les choses pour toujours en fait. Tout à coup, on n'aura plus de travaux de force en gros à faire, et on va pouvoir se concentrer sur accompagner les jeunes qui viennent découvrir le métier de paysagiste ou de jardinier dans nos jardins. C'est super. Ça change complètement les perspectives. Et surtout, il y a une reconnaissance pour dire mon employeur investit pour mes conditions de travail. Voilà, ils auraient pu continuer à faire comme avant. Non, ils ont investi pour nous, quoi. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que l'amélioration de l'ambiance de travail, ça a radicalement réduit le nombre et la durée des arrêts maladie. Puis on a divisé par 3. Ça a été radical. Alors, je le disais en début de ce podcast, vous avez également une autre casquette. Vous êtes président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines à l'échelle de la région. Alors, on imagine que vous discutez avec vos homologues de ce sujet. Quelles sont les difficultés dont ils vous parlent ?
D'abord, ça nuit au collectif dans le sens où l'absence d'un salarié, ça vient charger très certainement la part de travail que les autres, qui sont au travail, eux, doivent assumer. Ça, c'est pour les conséquences. Mais pour les origines, est-ce qu'elles sont en général aussi similaires? Bon, les origines, donc je le rappelais en intro tout à l'heure, finalement, on a quand même des maladies classiques normales qui sont pas liées au travail, à plus de 80%, qui expliquent l'absentéisme dans les entreprises. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous les entendez par là? Ça veut dire qu'il y a 20% quand même, ou quasiment 20%, qui s'expliquent par des raisons endogènes à l'entreprise, qui peuvent concerner les conditions de travail, l'ambiance dans le travail, la présence de stress excessif. Et ça, c'est clairement la responsabilité de l'entreprise d'agir dessus. On est sur 5% d'absentéisme dans le travail en France. D'autres pays comme le Royaume-Uni ou la Suède, ils sont vraiment en dessous. Donc, il faut qu'on se pose des questions en France sur ce sujet-là. Et pourquoi cette singularité française alors, pourquoi la singularité française? Excellente question. Je pense moi, j'observe personnellement que les dirigeants d'entreprise sont pas toujours conscients de l'impact super positif que peuvent avoir les actions qu'ils mènent eux-mêmes quand c'est au bénéfice des salariés. De quelle manière, en fait, ça mobilise les salariés pour s'engager au service de l'entreprise, ou en tout cas dans la même ligne que l'entreprise. Nous, par exemple, tout le plan d'action qu'on a mené à la suite de ce drame-là, ça a considérablement renforcé l'engagement, l'investissement personnel des salariés pour le projet de l'établissement. Et je témoignais très souvent après, parce que le médecin du travail nous a dit « mais c'est tellement super, il faut que vous en parliez de ce plan d'action, tout ça, ça a tellement porté ses fruits ». Et du coup, j'ai fait plein de conférences pour en parler, etc. Et en fait, je disais aux chefs d'entreprise, mais investissez là-dedans, investissez dans les conditions de travail, dans la qualité de vie au travail. Et vous verrez que non seulement, d'abord, ça ne coûte pas forcément cher, malgré ce que vous pouvez penser, mais plutôt, vous allez voir que la productivité de vos équipes, l'investissement personnel de vos équipes, la cohésion de votre équipe va s'accroître. Parce que vous aurez investi dans ces conditions de travail, dans la qualité de vie au travail. Et ça, c'est un message que je continue à porter beaucoup, puisque les chefs d'entreprise, certains d'entre eux, vont voir cette question de qualité de vie au travail comme d'abord une ligne de dépenses, quoi. On va dépenser pour acheter le baby-foot. Alors, c'est pas du tout ça, la qualité de vie au travail. Il s'agit vraiment beaucoup plus des questions de comment je forme mon personnel pour les années qui viennent, comment j'anticipe mes besoins pendant 2-3 ans, quel parcours je peux proposer à mes salariés pour qu'ils aient le sentiment qu'ils évoluent dans la boîte et plutôt qu'ils cherchent un boulot ailleurs. Il y a un gros enjeu aujourd'hui, encore plus depuis la pandémie de Covid, pour fidéliser les talents au sein de l'entreprise. Si vous deviez donner 3 recommandations clés à ceux qui nous écoutent, aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, quelles seraient ces recommandations? Peut-être que la première, c'est si jamais il y a un absentéisme, même s'il n'est pas important, et s'il le devient, c'est encore plus important de le faire, c'est de garder le contact avec les salariés absents. Ça, c'est fondamental. Sinon, on crée le fossé. Et là, le retour, il se fait très mal. Et évidemment aussi, il faut accueillir le salarié quand il est de retour au travail le premier jour. Quand on commence par ça, tu es revenu, on est content que tu sois là, tu nous as manqué, on a besoin de toi, tes compétences et ton expérience sont un bénéfice pour l'entreprise, on a besoin de toi. Donc pour le garder à bord, et ça c'est totalement déterminant. La deuxième chose importante, c'est qu'il faut que le chef d'entreprise s'intéresse véritablement aux raisons qui ont précédé cette absence. Parce qu'il y a souvent des raisons masquées dont on n'a pas pris conscience et qu'il faut analyser en profondeur. Et comment on fait ça? Et ça, franchement, je pense qu'il faut associer les délégués du personnel, d'une part, mais surtout, si on ne peut pas le faire en interne parce qu'on n'a pas les ressources ou pas le temps, il faut externaliser ça. Et il y a des gens qui sont des professionnels pour mener ce genre de diagnostic qui se fait avec les salariés. Je veux dire, c'est pas une enquête intrusive, masquée. Mais justement, est-ce que c'est pas compliqué, difficile pour un chef d'entreprise d'avoir à admettre que peut-être que dans son entreprise, les conditions de travail ne sont pas optimales? Ouais, donc c'est pour ça que les DRH ont une relation de confiance à créer avec le dirigeant. Ça se fait pas tout seul. Le dirigeant, il a plein d'autres réflexions à avoir sur la stratégie de l'entreprise, etc. Je peux entendre qu'il soit pas absolument en focus quotidien sur les questions de qualité de vie au travail, parce qu'il a aussi des relations avec des fournisseurs, des clients, des actionnaires, etc. Mais en fait, la première richesse de l'entreprise, c'est très certainement la fidélité de ses salariés. Donc là, c'est le boulot du DRH ou de la DRH de convaincre le dirigeant qu'il faut investir là-dedans. Parce que finalement, c'est son premier actif, son équipe.
Et la troisième bonne pratique, sans doute, c'est des choses parfaitement simples qui sont à l'origine de beaucoup d'arrêt de travail ou en tout cas d'absence dans l'entreprise, c'est de la souplesse à apporter aux salariés dans des choses parfaitement simples comme les horaires de travail qui peuvent éviter un stress parce qu'on n'est pas arrivé à l'heure, parce que le bus a eu du retard, parce qu'il faut emmener les enfants à l'école, parce qu'il y a eu un bouchon sur la route ou parce que le médecin est en retard de 15 minutes. Avoir cette souplesse-là qui permet de, garantir une fluidité dans les relations, on va pas se taper dessus ou prendre un avertissement parce qu'on était en retard de 15 minutes. Garantir ça, c'est aussi la garantie de pas créer des tensions là où il n'y avait pas besoin. La bonne pratique, la quatrième peut-être, c'est de faire confiance à ses collaborateurs, y compris pour qu'ils prennent la parole en public, qu'ils prennent la parole devant les autres salariés, et donc de laisser les responsables intermédiaires ou les personnes qui sont au premier niveau de responsabilité directement sur le terrain être acteurs eux-mêmes, participer à la vie de l'entreprise et pas laisser que le dirigeant ou les directeurs en première ligne pour prendre la parole finalement à la place des autres. Merci beaucoup Nicolas pour votre témoignage et votre accueil. Merci Benjamin. Et à tous, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de notre podcast Take Care, le podcast de celles et ceux qui prennent soin de leurs salariés.